enregistré. Et je vais vous partager mon écran pour vous présenter quelques pages, mais juste pour mettre un peu le contexte avec ce qu'on va parler aujourd'hui de la maîtrise personnelle. Donc, attendez, j'attends que ça parte. OK. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Faites-moi un thumbs up si vous le voyez. OK, parfait. Donc, aujourd'hui, on va parler de développer la maîtrise personnelle. Donc, je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce qui vous a attiré ici parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et je trouve que dans le contexte actuel de ce qu'on vit depuis 10 semaines, bien, pour plusieurs personnes, le monde qu'on appelle VUCA, c'est le monde volatile, incertain, le monde VICA en français, bien, je pense que là, on l'a vécu. T'sais. Si vous êtes entrepreneur, le 13 mars, vous avez reçu un coup de poing dans le ventre. T'sais. Et si vous êtes employé dans une entreprise, bien, on vous envoie à la maison probablement. T'sais. Et là, au début, on a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Puis finalement, bon, on s'est habitué à la nouvelle routine. Puis j'entends parler qu'il y a plusieurs personnes qui résistent de retourner au travail. Ils aimeraient ça continuer de travailler de la maison. T'sais. On s'est habitué à plein de choses. Donc, je pense que développer la maîtrise personnelle, c'est drôlement important dans un contexte où le monde change beaucoup plus rapidement, de façon totalement inconnue. T'sais, on ne sait pas ce qui va nous frapper la semaine prochaine. Donc, c'est drôlement important. Et vous savez, la vie, pour moi, à 53 ans, du haut de mes 53 ans, ce n'est pas vraiment ce qui nous arrive qui est important, c'est comment on réagit. Hein, il y a des gens pour qui il y a quelque chose qui arrive dans la vie, c'est un désastre, et pour une autre personne, c'est une petite épreuve, et pour une autre personne, c'est une opportunité d'apprentissage. Donc, juste, s'il y en a qui ne sont jamais venus à mes activités, je vais juste me présenter. Moi, mon nom est Stéphane, j'ai 53 ans et c'est vraiment important parce que pour moi, à date, toutes les décennies ont été bonnes, mais la cinquantaine, elle est vraiment bonne. Parce que quelque chose de particulier que j'ai réalisé à 50 ans, c'est j'ai eu beaucoup d'occasions de satisfaire les besoins de mon ego, d'être reconnu, d'accomplir plein de choses. Et aujourd'hui, ça me permet d'être au service de l'expansion des autres. Je n'étais pas comme ça au début de la quarantaine. J'étais vraiment dans l'accomplissement, dans la reconnaissance, dans l'ego. Donc, aujourd'hui, la mission de ma vie, après avoir passé 30 ans comme cadre dans les grandes organisations, à gérer une grande quantité de gens, bien aujourd'hui, ma mission, c'est d'être catalyseur de la transformation des leaders, puis élever la conscience dans les organisations. Ça fait 3 ans que je fais ça, depuis le 7 mars 2017, et j'ai eu le privilège de coacher des milliers de personnes à travers le monde là, à transformer leur leadership, transformer les organisations, puis éventuellement, bien, on transforme la société. Donc, aujourd'hui, on va parler de maîtrise personnelle. Puis je veux juste le mettre dans le contexte du travail qu'on fait, nous, au Centre de leadership conscient, c'est que pour devenir un leader ou une leader conscient, bien, il y a 4 étapes que nous, on propose. La première étape, c'est toujours la transformation, parce que la transformation, ça nous permet de sortir un peu du paradigme du passé, tu sais, où le focus ultime de la performance qu'on a tous appris dans le programme sociétal dès qu'on est allé en première année. Moi, je dis aux jeunes, tu sais, aux parents qui ont des jeunes, faites-les pas apprendre à lire trop vite, tu sais. Des fois, on va leur enseigner des choses avant qu'ils aient à l'école. L'école va prendre soin de ça, puis elle va leur mettre beaucoup de pression. En bas de 5 ans, là, laissons les jeunes jouer, tu sais, parce que là, ils sont libres. Ils n'ont pas d'hypothèque, ils n'ont pas de bulletin, ils n'ont pas de choses qu'on s'attend d'eux. C'est vraiment une belle époque. Et dès qu'on va à l'école, bon, on rentre dans le système sociétal de la performance. Fait qu'on fait beaucoup de travail, nous autres, au niveau de la transformation. Mais la transformation nous donne aussi accès à un deuxième pilier qui est la maîtrise personnelle. Moi, je fais la prétention que si on veut être un leader qui inspire les gens qui sont dans notre équipe, par exemple, à faire des grandes choses, à s'élever à leur plein potentiel et à livrer des résultats qui sont exceptionnels tout en amenant du bien dans la société, mais il faut qu'on se maîtrise soi-même, tu sais. Parce que la vie, elle est difficile, hein? Si on combine la vie personnelle avec la vie professionnelle, bien souvent, on a beaucoup d'enjeux. Hein? Les gens dans la trentaine qui ont des jeunes enfants, on sait comment, et le couple travaille, les 2 membres du couple, on sait comment des fois, là, c'est difficile la vie. Puis là, on s'en va au travail avec tout ça. Là, tu sais. On arrive au travail et le petit garçon ou la petite fille ce matin ne voulait pas mettre son saut de skidoo, puis là, on s'en allait à la garderie, puis là, on amène au travail tout notre stress parce qu'en plus de ça, il y a une tempête de neige, puis on arrive en retard, puis on avait une réunion.
savez ce que je veux dire, hein? Puis des fois, c'est pire que ça, c'est qu'on prend une partie de ça, ce qu'on a vécu au travail, puis on l'amène à la maison. On rentre à la maison pour souper avec la famille, puis là, on est encore stressé du meeting au bureau qui a mal été. Puis notre famille, elle n'a pas besoin d'avoir notre stress du bureau. Elle a déjà son propre stress. Fait que aujourd'hui, c'est dans ce contexte-là qu'on va parler de maîtrise personnelle. Puis, on travaille aussi beaucoup avec les leaders sur la vision. Parce que moi, je dis qu'un leader qui n'a pas de vision, ce n'est pas un leader. Parce que pour amener les gens dans une direction, bien, il faut qu'il y ait une vision. Et si je vous invite à aller monter l'Everest avec moi et que ça va être très difficile, là, vous allez geler puis vous allez marcher fort et vous n'avez jamais vu le top de la montagne, c'est pas mal difficile de donner l'effort maximal, hein? Mais souvent, malheureusement, il n'y a pas de vision dans le leadership. Puis, on découvre que dans le leadership conscient, mais plus on est conscient, plus on est au service de notre organisation, de nos clients et de nos gens, peu importe le niveau hiérarchique qu'on a. Donc aujourd'hui, on va focuser sur la maîtrise personnelle et je vais vous partager mes réalisations. Puis ensuite, ben, j'aimerais ça qu'on ait un échange ensemble, répondre à vos questions, mais aussi que vous me partagiez vous-même comme votre propre sagesse pour qu'on contribue à la sagesse collective. Donc, la maîtrise personnelle, c'est dans le contexte du leadership conscient. Je vais juste vous donner ma définition. Un leadership conscient, c'est un paradigme de leadership qui est différent, qui est nouveau. Parce que ce n'est pas ça qu'on enseigne à l'école et ce n'est pas ça qui est utilisé dans les organisations la plupart du temps. La plupart du temps, on a un leadership qui est basé sur la performance, qui est basé sur les résultats. Donc, un leadership par objectif. Le leadership conscient livre des résultats, mais encore meilleur parce qu'il focus sur le bien commun autant que les intérêts personnels, puis il est guidé par une vision et propulsé par des valeurs. Donc, on parle beaucoup de vision, on parle beaucoup de valeurs. Et il vise au bien-être de toutes les parties prenantes, les actionnaires, les employés, la communauté, les clients, autant que la profitabilité de l'organisation. Et ça vise à co-créer un avenir prometteur. Moi, je suis engagé à tous les jours à créer une vie, une société où les arrière-petits-enfants que je vais avoir un jour puissent vivre dans une société où il va y avoir encore du bien-être et non pas une société où il va y avoir trop de stress, qu'on va avoir tout éliminé l'environnement et beaucoup de choses qui nous inquiètent en ce moment. Donc, c'est un peu ça le leadership conscient. Et vous savez pourquoi on parle de maîtrise personnelle? Bien, dans le contexte du leadership conscient, Einstein, un grand sage physicien, a déjà dit on ne peut pas résoudre les problèmes du même niveau de conscience qu'on les a créés. Il faut lever notre hélicoptère. Il faut regarder qu'est-ce qu'on fait comme travail, puis le leadership avec un autre angle. Et il faut même redéfinir, c'est quoi le leadership? Est-ce que c'est juste faire des profits, puis que nos employés, c'est des machines à profit? Ou c'est aussi contribuer au bien-être, aux pleines expansions de ces gens-là qui contribuent une longue partie de leur carrière et qu'on puisse contribuer aussi à notre communauté, à la société. Donc, c'est pour ça que la maîtrise personnelle, dans le contexte de leadership conscient, c'est vraiment important parce que pour devenir un leader conscient, bien, on parle d'une nouvelle façon de penser. C'est quoi l'impact que moi je vais avoir dans ma vie professionnelle sur les gens, par exemple? On parle surtout d'une nouvelle façon d'être. Hein? La plupart de nous, à l'école et dans nos programmes de gestion, de formation de gestion, on nous a appris à penser différemment, on nous a appris à faire des calculs, des prises de risques, le rendement, des choses comme ça, mais pas beaucoup d'enseignements souvent sur la façon d'être. Et moi, je fais la prétention que dans le leadership, la façon d'être, c'est la chose la plus importante. Parce que notre façon d'être vient donner un contexte à notre équipe. Et si on veut vraiment gagner, si on veut vraiment livrer des résultats et satisfaire notre clientèle, bien, notre façon d'être comme leader, notre posture de leader, elle est drôlement importante. Et le défi qu'on a avec ça, c'est que plus on est haut dans la hiérarchie, plus on se fait bombarder de défis. Hein, souvent, j'aime dire, moi, qu'un cadre supérieur a les problèmes de tous ses employés. Et souvent, l'impact direct que cette personne a sur chacun des problèmes est minime parce qu'il y a plusieurs niveaux hiérarchiques. Donc, sa façon d'être est drôlement importante. Et moi, je crois que la façon d'être est drôlement reliée à notre niveau de conscience. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va parler de maîtrise personnelle. Attendez. Donc, la maîtrise personnelle, vous avez vu une invitation pour un webinaire sur la maîtrise personnelle. Donc, c'est quoi ça, la maîtrise personnelle? Est-ce qu'il y a des gens qui seraient assez courageux pour me dire qu'est-ce qu'ils pensent que c'est? Est-ce qu'il y en a un ou une qui aimerait s'aventurer? Et si oui, faites juste enlever votre silence.
Ça va me faire plaisir de vous entendre. Oui, moi, Marc. Vas-y, Marc. Ce qui se passe là, dans notre monde externe, puis de vraiment, vraiment être focusé sur notre monde intérieur, puis pour pas entrer avec toutes les vibrations de la fréquence vibratoire très négative et destructrice des autres. C'est ça? Est-ce que je peux rajouter quelque chose aussi? On t'entend plus, Stéphane. Allez-y, madame. Ah oui, OK. Bonjour, moi c'est Catherine. En fait, ce que je vois dans ça, ou du moins ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir en fait la relation qu'on a, un peu comme Stéphane disait, au niveau de amener ses problèmes personnels au professionnel, puis le professionnel au personnel. C'est d'avoir cette conscience-là individuelle qu'on a tout autant au personnel qu'au professionnel, mais d'avoir une conscience suffisante pour aussi être un peu l'observateur ou l'observatrice de ce qui se passe en dedans de nous. C'est-à-dire que si, par exemple, au travail, il se passe une réunion qui ne va pas bien ou peu importe le contexte, ben c'est de pouvoir connaître ces triggers puis de savoir comment être en mesure de prendre sur toi d'une manière que tu peux réagir dans le contexte dans lequel tu te retrouves. Donc, d'avoir autant de l'empathie pour les gens autour de toi, mais aussi d'avoir une certaine compassion puis une certaine prise de conscience pour ta manière d'agir face aux défis ou à la chose qui n'a pas bien été ou le challenge qui se présente. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est très bien, c'est très bien. Tu parles un peu d'autogestion, donc une conscience de soi pour ensuite peut-être avoir un peu d'autogestion. Et la plupart de nous, on n'est jamais en totale maîtrise de soi, parce qu'on est des humains et on a des défis dans notre vie. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait rajouter d'autres choses? Oui, vas-y, Suzy. Il faut juste enlever le silence, s'il te plaît. Ça fonctionne mieux comme ça, effectivement. Oui, ça va mieux. Ben moi, je dirais c'est ne pas être esclave de tout ce qui a été inculqué hors de notre personnalité, c'est-à-dire les schèmes émotionnels, les paradigmes, les réactions dues aux blessures, etc. Être en maîtrise, pour moi, c'est-à-dire que j'ai dépassé le contrôle et je suis à un endroit d'équanimité où ce qui se passe va être reçu, perçu, compris, et la réaction va être clairement associée à ma conscience et non pas juste en mode réactif, mais ça va être des gestes, des actions, des paroles qui vont être en congruence avec mes valeurs, qui va permettre de ne pas juste être esclave du stimuli extérieur, disons. C'est intéressant. Donc, il y a une certaine liberté du passé. Hein? Notre passé, on ne peut pas le changer. Donc, tu parles des blessures, ce qui nous a été inculqué, la programmation qu'on a reçue, hein, sociétaire, parentale, tout ça. Donc, ça a moins d'emprise sur nous. Tu sais. Exact. Ça a beaucoup moins d'emprise. Je dis moins parce que j'ai jamais rencontré personne qui était totalement guéri de toute sa vie. Tu sais. Moi, des êtres illuminés, j'en ai pas rencontré, mais je sais que ça existe, mais moi, j'en ai pas rencontré. Donc, la plupart des humains, on a encore des défis. Et souvent, c'est intéressant comment la vie, on va en parler tantôt, quand on pense qu'on maîtrise quelque chose, des fois, la vie, elle nous donne une nouvelle jambette qu'on n'a pas vu venir. Et là, tout à coup, on vient perdre notre contrôle. Tu sais. Ça vient nous montrer encore un petit peu de travail qu'on a à faire. Mais merci pour vos partages. Moi, ce matin, j'étais intéressé. J'aime ça aller dans le dictionnaire des fois. Je suis allé dans le dictionnaire. J'avais une définition de la psychologie, mais le dictionnaire, il disait ça ce matin. La maîtrise personnelle, c'est le processus de vivre sa vie et de travailler en fonction de sa vision et en alignement avec ses valeurs dans un état d'apprentissage constant sur soi-même et ses réalités. Donc, la maîtrise personnelle, c'est le leadership de soi. C'était ça que j'ai trouvé là, sur l'Internet quand je suis allé ce matin. Je pense que ça résonne un peu dans les mots différents avec ce que vous avez partagé. Hein? Suzy, Kata et... Kata, ton nom, c'est quoi? Catherine. On peut t'appeler Kata ou? Oui, comme vous voulez, Kata ou Catherine, il n'y a pas de problème. Okay. Donc, ça résonne un peu, c'est des mots différents, mais ça résonne un peu. Donc, ça vient de la notion, tu sais, un maître, c'est quelqu'un qui, j'ai l'image de Karate Kid, là, tu sais, le monsieur qui fait peinturer la clôture aux jeunes de karaté, tu sais.
Puis le petit gars, il chiale pendant longtemps pour se rendre compte que finalement, c'est tous les mouvements de karaté qu'il faisait en faisant d'autres choses. Tu sais. Fait que souvent, la vie, elle travaille sur nous, elle nous amène des épreuves, et si on est moindrement conscient, bien, on s'en sert pour tout à coup commencer, Suzy, à guérir et nettoyer tout ce qui nous a été inculqué. Donc, comme pensée limitative, comme peur, et aussi toutes les blessures qu'on a eues. Si on va voir Carl Jung, je pense que la plupart de vous connaissez au moins le nom, Carl Jung, qui est un grand psychologue. Carl Jung, lui, dit la maîtrise personnelle, c'est tout simplement le processus dans lequel on amène les peurs, les croyances limitatives de notre subconscient dans notre conscient pour qu'on apprenne à les gérer et qu'on apprenne maintenant à gérer les émotions qui viennent avec. Je pense que c'est Catherine t'a parlé des triggers. On va explorer ça aujourd'hui. C'est quoi les déclencheurs? Qu'est-ce qui fait qu'on est déclenché? Et on a tous, comme humains, des déclencheurs similaires parce qu'on a vécu une vie humaine, on a eu des parents, on est allé à l'école secondaire, on a tous eu des blessures. Il y en a qui se ressemblent, mais la plupart de nous, on a eu des blessures différentes, puis on a interprété des choses différemment. Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est que pour arriver à dire, bien, moi, je veux m'engager à avoir un certain niveau de maîtrise personnelle, bien, ce que Carl Jung appelle le subconscient, on appelle ça aussi le shadow en anglais, la noirceur. Hein? On va aller voir toutes les choses qui ont été enterrées, qu'on a mis dans les tiroirs, qu'on ne voulait surtout pas déterrer, parce que ça nous avait amené tellement de blessures. On va les sortir. On va dire, bien, moi, j'ai peur du rejet. Donc, je suis en relation avec Catherine, puis ça fait 3 jours qu'elle ne répond pas à mon courriel, mais là, je sens, c'est pas vrai, là, Catherine et moi, on ne se connaît pas, mais je sens qu'elle me rejette. Es-tu encore en train de me rejeter, tu comprends? Alors que Catherine est juste occupée, elle est en train de déménager, tu comprends? Fait que souvent, on interprète la vie et la plupart de nous, nos déclencheurs, sont reliés dans nos relations. Hein? C'est là qu'on a les plus grandes sources de déclencheurs. Donc, on va continuer. Je veux juste vous amener dans le contexte de la maîtrise personnelle un modèle de conscience que j'utilise depuis 15 ans, qui est le Barrett Value Center. M. Richard Barrett a pris la pyramide de Maslow, que tout le monde connaît. Hein? Tout le monde connaît ça. Puis que le 5e niveau, c'était l'actualisation de soi. Puis Richard a rajouté 2 niveaux. Tout simplement parce qu'il a réalisé il y a 20 ans. Mais d'une fois que moi, je suis actualisé, que je suis guéri, que je suis à mon plein potentiel, il me semble que je devrais faire de quoi de différent pour la société. Il me semble que je devrais contribuer. Et c'est là qu'il a rajouté 2 niveaux. Le niveau faire une différence puis être au service. Et le modèle de conscience reflète les niveaux d'évolution psychologique d'un humain. Donc, on a toute la capacité de passer à travers tout ça. Je regarde les gens ici, vous êtes tous en haut de 20 ans. Donc, vous avez tous passé au moins à travers les 3 premiers niveaux. Les 3 premiers niveaux sont basés sur l'ego, sont basés sur nos besoins personnels. Et quand on a eu des carences dans nos besoins personnels quand on était jeune, bien maintenant, on a des blessures et ça a une emprise sur nous. Ça devient une de nos sources de déclencheurs. Donc, par exemple, le niveau de survie, c'est le niveau de psychologie qu'on a eu quand on avait 0 à 2 ans. Quand toute notre vie, notre survie dépend de nos parents. Si on ne pleure pas, on ne mange pas, on ne boit pas de lait et on passe notre vie dans une couche pleine de merde. Là. Et donc, on est vraiment, comme humains, pour les premières années de notre vie, on est vraiment dépendant de d'autres personnes, alors que vous savez que d'autres espèces animales, dès qu'ils sont nés, sont déjà autonomes. Il faut déjà quasiment qu'ils chassent pour manger. Tu sais. Un poisson doit nager, un oiseau doit voler, il se fait lancer en bas du nid par la mer. Donc, ce qui arrive dans notre vie, souvent au niveau 1, bien, on a des carences. On était jeune, puis je ne sais pas, moi, quand moi j'étais jeune, ce n'était pas la mode d'allaiter. Ma mère, c'était tout de suite au lait en poudre. Ceux qui sont dans la cinquantaine, vous avez sûrement vécu ça. Bien, ceux qui connaissent moindrement la psychologie, ou si vous êtes mère, vous avez eu des enfants, vous savez la relation qui se bâtit quand une mère allaite son enfant. Il y a une relation de proximité, il y a une chaleur humaine. C'est ce qu'on appelle en psychologie la sécurité. On est attaché de façon sécuritaire. On a ce besoin-là. Et si ce besoin-là n'est pas sécure, bien, il y a la peur de l'abandon qui se développe. Hein, moi, je vous dis ça parce que comme homme, j'ai réalisé que la peur de l'abandon, ça venait de là. Fait qu'on peut, comme adulte, ça peut être une source de déclenchement. Le niveau 2, c'est les relations. C'est de 2 à 4 ans. On apprend à parler, on apprend à marcher. Et là, quand on développe le langage, on est en communication différente avec nos parents puis les autres amis à la garderie. Et souvent, dans ces époques-là, on développe ce besoin-là
d'être en relation, mais le besoin d'être aimé aussi. Hein? On apprend que quand on fait certaines choses, maman, papa sont heureux, ils nous donnent des câlins. Puis quand on fait d'autres choses, on se fait mettre en punition ou on se fait à l'école réprimander. Donc souvent, à ce niveau-là, il y a eu des carences. Hein? On a peut-être réalisé que nous, on ne méritait pas d'être aimés, que finalement, on n'était pas si bon que ça, que pour toutes sortes de raisons. Et vous savez, dans notre époque où on vit, où souvent les deux membres du couple travaillent, moi, mes enfants sont allés à la garderie à 6 mois et 9 mois. C'était pas un an dans le temps, mais c'est très jeune. Hein? Donc, dans la psychologie de l'enfant, il y a tout ça qui se passe. Et comme adulte, on traîne ça avec nous. Le niveau 3, c'est le niveau qu'on développe, qu'on commence en première année. C'est le niveau de la reconnaissance, l'appréciation de soi. Vous savez, quand on a 6 ans, d'habitude, on fait du sport, on fait de la musique. Déjà à 6 ans, dans la tombe, les petits jeunes, ils se font dire t'es dans le A, t'es dans le B, t'es dans le C. Des fois, il y en a qui ont plus de talent dans le patin artistique, dans le ballet. Il commence à avoir la ségrégation qui se fait. Puis aussi, moi, je me souviens, ça fait longtemps, là, quand mes enfants étaient en première année, comme parents, quelle importance on accorde aux résultats scolaires. Tu sais. C'est comme la fin du monde, tu sais, parce que notre enfant a de la misère. Il y a beaucoup de pression qui se met déjà sur les jeunes. Puis là, souvent, on a eu des carences. Nous, on n'était pas très bons dans le sport, on était moins bons à l'école. Et là, pour le reste de notre vie, on a un besoin de reconnaissance énorme. Et si on ne l'a pas dans notre vie en général ou au travail, ça devient une forme de déclencheur. Puis après ça, il y a des gens, avec les épreuves de la vie, finalement, ils continuent leur progression psychologique. Ils montent en conscience. On atteint la transformation. Transformation, c'est quand j'ai un équilibre entre moi puis les autres. Tu sais. Je considère autant les besoins de Marc, Jean-François, Catherine que les miens. C'est égal. Tu sais. Je ne vais pas essayer de tout prendre pour moi. Puis finalement, on continue. Cohésion interne, c'est quand je découvre qui je suis, moi, derrière toutes les masques que j'ai portées durant ma vie, qui je suis vraiment et quelle est la mission de ma vie. Pourquoi j'existe? C'est quoi ma contribution, moi? Et si j'ai le courage d'affirmer ça, puis de dire, oui, c'est comme ça que je suis, bien là, je fais une différence. Je fais une différence partout. Je fais une différence avec qui je suis, parce que c'est quelqu'un qui a le courage de dire qui il est vraiment, bien, ça inspire les autres, mais aussi on fait une différence par notre façon d'être. On veut coacher les gens, on veut les aider. Et il y en a qui s'en vont jusqu'au niveau 7. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que, surtout dans les 3 premiers niveaux, qui sont beaucoup axés sur l'ego, sur la programmation qu'on a reçue et les blessures qu'on a eues, bien, c'est toutes des sources de déclencheurs pour nous faire perdre notre maîtrise personnelle. Donc, si on continue, j'aimerais vous poser une question. Tu sais, dans la vie, j'assume que vous êtes comme moi, vous êtes des humains normaux et vous aimez avoir de la joie, du plaisir, mais il y a des jours où ce n'est pas ça que vous sentez. Il y a des jours où vous êtes en beau maudit, vous êtes en colère, vous êtes triste, vous avez de la frustration, des émotions qu'on dirait un peu moins positives. Ça doit vous arriver des fois. Tu sais. Est-ce qu'il y en a qui pourraient me donner un exemple? Vas-y, Marc. Et là, présentement, c'est l'insécurité financière là, dans mes 2 carrières d'acteur, d'agent de bord. Je sais pas ce qui va arriver. Okay. Et ça fait me sentir triste. Par contre, ce que je fais, je suis des cours plusieurs fois par semaine avec des coachs qualifiés d'acting. Là. Donc, à ce moment-là, oui, je suis triste, je suis stressé, je suis insécure, mais j'agis tout de suite dans le présent avec ce que je peux faire pour changer ma situation, la transformer. Parfait. Et ça m'apporte un bien-être. Excellent. Donc, dans l'action, tu vas retrouver un peu ton bien-être parce que tu pourrais rester chez toi puis être triste puis rien faire. Moi, je viendrais fou. C'est ça, mais tu pourrais faire ça. Il y en a qui font ça. Et toi, tu dis, une fois que j'ai accepté ça, mais là, je fais des actions. Oui, et de plus, Stéphane, ce qui est extraordinaire, il y a des journées, là, comme là, j'ai un webinaire aujourd'hui, j'ai pas de cours. Hier, j'avais 2 cours, mais tellement occupé que ça, il faut vraiment que ça ait un impact très fort et positif sur ma vie. À un moment donné, je perds la notion du temps, puis tellement que je suis bien. Donc, au moins, je suis fier de moi. Excellent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait me donner un exemple? Non? Des exemples, des fois, qu'on entend, j'ai entendu un comédien français qui faisait un spectacle de comédie en France, puis il dit, vous savez, je suis allé au Québec et les Québécois à Montréal sont complètement fous, sont complètement malades. Il dit, ces gens-là, là, ils rentrent dans l'autobus dans l'ordre où ils sont arrivés à l'arrêt. En voulant dire, nous, à Paris, on se pitch, on rentre, on s'en fout.
Mais nous, les Québécois à Montréal, on est un peu d'anglo-saxon, on respecte l'ordre. Hein? Quand on va à la banque, on suit la file. Et quand on va à l'autobus, on a tendance à suivre la file. C'est comme ça. Donc, quelqu'un qui aurait une valeur de respect et que là, tout à coup, il y a quelqu'un qui vient couper dans la file, Jean-François, pour se pitcher dans l'autobus, juste parce que le chauffeur a arrêté, mettons, un pied avant, là, la personne dirait « coudonc », tu sais. Ou une femme enceinte dans le métro qui, là, est rendue à son 8e mois, puis là, il y a un paquet de jeunes autour, mais il ne se lève pas pour la laisser s'asseoir, tu sais. Mais là, peut-être qu'elle se fâcherait. Souvent, on a des choses comme ça, tu sais, où j'ai un rendez-vous important avec Jean-François au travail, puis là, mon enfant, il n'a pas mis son saut de skidoo un matin, on est en retard, puis il y a une tempête de neige, j'arrive 15 minutes en retard. Et là, j'ai l'air fou, là, tu sais. Vous savez, des fois, on traite ça comme si c'était la vie ou mort, là. Hein? Quelqu'un qui va nous couper dans le trafic, toi, Jean-François, tu les vois tous les fous sur la route. On va klaxonner, on va faire des doigts d'honneur. Des fois, là, ça ne prend pas grand-chose. Mais dans la vie, on traite ça comme si c'était la fin du monde. Vous êtes d'accord? Hein? Des fois, là, quand on n'est pas en maîtrise, c'est comme la fin du monde, mais finalement, si on était le samedi avec un petit verre de vin avec les amis, on rirait de ça. Tu sais. Quand on s'est calmé, là, bien souvent, finalement, c'est pas si pire. Tu sais. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que tout ce qui, quand vous sentez des émotions qui sont négatives, c'est toujours à propos de vous. Tu sais, Marc, tu disais tantôt, j'ai senti de la tristesse, mais après ça, finalement, je ne vois pas le temps passer. Mais c'est parce que tu as choisi de passer d'une victime à un créateur. Me dire, pendant ce temps-là, je vais m'améliorer comme acteur. Ça va me donner plus de chances peut-être d'avoir des contrats, mais au minimum, ça m'amène du bien-être. J'ai l'impression de faire de quoi d'utile, tu sais, que rester chez nous à me morfondre. Donc, quand on choisit de dire, bien, moi, aujourd'hui, là, Stéphane, je veux développer ma maîtrise personnelle, bien, il faut réaliser qu'il n'y a rien qui va nous fâcher, là. Hein? On parle beaucoup de vaccins à ce temps-là. On n'a pas eu un vaccin de fâché puis de frustration, là. C'est juste que la situation qui se passe, qui nous amène tout ça, mais nous, on l'interprète d'une certaine façon. Hein? Comme Marc, on va peut-être penser dans un an, là, puis tu vas dire, waouh, je suis tellement occupé, là, maudit le temps de la pandémie, là, je m'en souviens comme un beau moment où j'ai relaxé, tu sais. Mais souvent, on est dans la situation, puis on ne voit pas ça comme ça, les enjeux financiers, tout ça. Donc, quand on se fâche, quand on est impatient, quand on est frustré, je ne veux pas vous insulter, mais je veux vous dire que c'est beaucoup à propos de vous, parce que c'est vos choses qui ne sont pas guéries. Suzy a parlé de programmation qu'on a reçue. Bien, la programmation, c'est souvent une façon de penser, les attitudes, les croyances, hein, les croyances qu'on a reçues qui, des fois, ne nous servent pas très bien, donc des croyances limitantes, mais aussi les peurs qu'on a héritées dans toute notre expérience de vie. Et quand on perd le contrôle de soi, bien, c'est tout simplement un bel exemple de ce qui devrait être guéri chez nous. Tu sais. Donc, si je suis frustré, bien là, finalement, comment je peux prendre note de ça puis voir, mais OK, qu'est-ce que j'ai besoin de guérir? C'est comme des symboles sur notre chemin de transformation. En anglais, on dit des breadcrumbs, des petits morceaux de pain en cours de route. Et vous avez le droit, hein, si vous voulez vraiment être au summum de votre vie humaine, puis de vivre pleinement épanoui, être en relation avec les gens de façon exceptionnelle, vous avez le droit de choisir d'être 100% responsable de vos émotions. Moi, j'ai eu à un moment donné des gros défis à la maison. Puis à un moment donné, bien, c'était 100% la faute de ma conjointe. Puis à un moment donné, je suis passé 50-50. Puis aujourd'hui, je suis responsable de 100%. Vous devriez voir les miracles qui sont passés à ma maison. C'est fou, là. Et ma femme, elle n'est pas dans la transformation, elle ne fait pas les travaux que je fais. Mais en étant, moi, au meilleur de ma forme, ça crée un espace autour de moi. Et là, tout à coup, il y a des choses qui devenaient conflictuelles qui ne le sont plus maintenant. Hein? Quand on est en chicane, au lieu de mettre de l'huile sur le feu, quand je suis en maîtrise personnelle, je prends du retrait, je regarde ce qui est déclenché, mais je vais être transparent avec vous. Il y a des fois où je ne suis pas là pantoute, puis là, la chicane pogne, puis j'embarque. Tu sais. Catherine, on chicane, mettons, et tu m'invites sur le plancher de lutte. Là, tu sais. J'ai le choix de dire, je vais aller lutter avec toi ou pas. Quand je suis en maîtrise personnelle, je vais tout sentir ça, je vais interpréter ce que tu vis et je vais amenuiser ça. Je vais dire, mais Catherine, tu as l'air... est-ce que tu pourrais m'en parler? Puis là, tout à coup, tu te sens écouté, puis là, tout vient baisser. Et souvent, on n'est pas en maîtrise personnelle, puis là, on met les deux, on met les gants de boxe, puis là, tout à coup, c'est la grosse chicane. Et des fois, on regrette, on dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire. Et je crois que ça nous est tous arrivé de dire des choses qu'on n'aurait pas dû dire à la maison pour au travail. Tu sais. Mais c'est juste
le fait que tous les gens avec qui on est en relation, bien, ils ont tous hérité de leur bagage parental, sociétal, les blessures, les peurs, les pensées limitatives. Et de savoir que quand on veut se maîtriser personnellement pour peut-être avoir le meilleur impact sur les autres, bien, on peut choisir d'être responsable de 100% de ses émotions. Mais quand on choisit, ça ne veut pas dire qu'on est devenu maître. Ça veut juste dire, moi, je mets la barre là. Hein, si j'étais un athlète, je ne vais pas jouer dans la ligue mineure, je mets la barre pour aller aux Olympiques. À partir de maintenant, je vois toute la différence de ce qui me manque pour aller jusque-là. Donc là, je viens d'accélérer mon processus d'apprentissage et de transformation. Donc, je vais juste continuer ici. Donc, tu sais, on a parlé des déclencheurs tantôt, les triggers que tu as appelés, Catherine. C'est les mots, des fois. Il y en a pour qui certains mots, là, ça nous déclenche. Il y en a, c'est des comportements. Hein, je parlais de la personne qui va couper dans la file ou dans le trafic ou des choses comme ça. Des fois, c'est les valeurs. Il y a un conflit de valeurs entre deux personnes, puis ça déclenche. Des fois, c'est des actions. Fait que devenir de plus en plus au courant, d'être curieux par rapport à soi-même et qu'est-ce qui nous déclenche, et de s'en servir comme peut-être une piste, de dire « Ah, OK, qu'est-ce que j'aurais besoin peut-être de transformer puis de guérir? » Et de savoir que tous les gens avec qui on est en relation, mais eux autres aussi, ils ont des déclencheurs. Et souvent, dans nos conflits, ou la plupart du temps, c'est qu'il y a deux personnes qui ont été déclenchées. Il y en a un qui a déclenché l'autre sans le savoir, puis la façon de réagir de l'autre va déclencher l'autre, puis là, tout à coup, ça devient la Troisième Guerre mondiale. Donc, dans la neuroscience, on a découvert que l'humain avait 3 cerveaux. Un cerveau est très ancien, c'est le cerveau reptilien dans le temps qu'on était des hommes, des femmes des cavernes, où notre vie était tout le temps en danger. Mais là-dedans, là, il y a une glande qui s'appelle l'amygdala qui, elle nous garde en vie. C'est action-réaction. Tu me donnes un coup de poing, je t'en donne un. Elle est toujours en train de survivre. Il n'y a même pas un quart de seconde de pause avant la réaction. Et vous savez, c'était intéressant, ça, dans le temps qu'on était des hommes et des femmes des cavernes. On était tout le temps en danger. Mais aujourd'hui, dans notre vie humaine, physique, dans laquelle on vit, on est rarement en danger physique. Ça peut arriver, mais c'est rare. Mais pourtant, notre façon de réagir, des fois, c'est comme si c'est la vie ou mort. Moi, quand je travaillais dans les grandes organisations, j'avais l'impression d'être à la salle d'urgence, comme si un patient était en train de mourir, puis on mettait le défibrillateur. Et comment ça se fait qu'on est comme ça? On a aussi un cerveau moderne qui s'appelle le néocortex, qui, lui, c'est la partie intelligente. Quand il se passe de quoi, lui, il a la capacité de choisir c'est quoi la meilleure réaction. Mais la neuroscience a prouvé que ça prend 2 secondes pour qu'il soit activé. 2 secondes, c'est même pas une respiration profonde. Moi, ce que je vous conseille, comme je conseille à tous les gens qui veulent se maîtriser puis devenir des leaders plus conscients, c'est de dire quand vous êtes déclenché, écoutez votre corps. Parce que votre corps, là, il vous donne des signes. Hein? Souvent, le cœur va battre plus vite. Tu sais, quand on était les hommes de caverne, le cœur va plus vite, on se prépare à se sauver ou à se battre. Hein? Écoutez votre corps, puis écoutez ce que vous ressentez. Ça va vous donner peut-être ces 2 secondes-là. Peut-être dire, avant de répondre, là, ce que Marc vient de me dire, je vais prendre une respiration. Puis après ça, je vais répondre. Ça va vous donner votre 2 secondes pour peut-être avoir une chance de maîtriser l'émotion qui vient avec votre déclencheur. Et tu sais, Carl Jung, il était très wise, il dit « La vie, elle nous amène tout le temps des situations et des gens qui sont bénéfiques pour notre croissance. » Il appelait ça la loi de la synchronicité. Ça veut dire qu'il y en a dans votre vie qui vont venir vous aimer au bon moment, qui vont vous permettre de grandir. Hein? Comme moi, je pense que les leaders, on est des jardiniers. Qui vont juste vous amener de l'amour, de la lumière, ils vont vous supporter, puis là, vous allez grandir. Puis il y en a là, qui vont venir vous donner un coup de poing dans le ventre. Mais pas physique, là, un coup de poing dans le ventre émotionnel. Et là, ça va vous montrer qu'est-ce qui doit être guéri chez vous. Souvent, ces gens-là ont une tendance à les pointer du doigt. Pourquoi tu me fais ça? Mais dès que vous avez fait le choix de vous maîtriser personnellement, vous allez un jour les remercier de vous avoir montré qu'est-ce qui était à guérir chez vous. Et ces gens-là, ils sont aussi utiles dans votre vie que tous les gens qui viennent vous amener du bien. Et Marc, je dirais même, comme la pandémie, les situations aussi, parce que tu vas être une personne différente comme moi et tout le monde ici dans 8 semaines ou dans 12 semaines que tu l'étais il y a 12 semaines. On va tous être différents parce qu'on a tous été déclenchés dans ce qui s'est passé depuis 12 semaines. Ceux-là qui ont travaillé à la maison depuis 12 semaines avec tout le reste de la famille, c'est comme un espace de travail collaboratif. Là. Je suis sûr que vous avez été déclenché une couple de fois. Là. Parce que moi, je ne suis pas habitué de passer 12 semaines avec les 3 autres membres de ma famille à temps plein. Tu sais. C'est sûr qu'on se déclenche.
Donc, ce que je veux vous donner comme cadeau, c'est que Viktor Frankl, qui est un homme qui a passé 4 ans dans un camp de concentration en Autriche sous les Allemands, qui a écrit un livre, La quête du sens de l'homme, c'est qu'entre le stimuli qui nous déclenche et la réponse, il y a toujours un espace, même si l'espace est tout petit, petit, petit. Dans cet espace, c'est notre pouvoir de choisir. Puis dans notre choix, bien, c'est notre croissance et notre liberté. De choisir de blâmer les autres, c'est un choix. Et dès qu'on blâme les autres, on vient d'arrêter toute notre croissance. Et ça, on a appris ça à l'école, hein? On se fait punir parce qu'il y a quelqu'un qui a cassé de quoi. Bien là, on va pointer notre petit frère, on a tout appris ça, ces choses-là. Et moi, je le vois quand j'ai des amis qui ont des jeunes enfants, comment ils ont peur de se faire punir. Et si vous faites le choix de vous gérer, de vous autogérer, mais là, sachez que vous avez le pouvoir de choisir tout le temps votre réaction, peu importe ce qui se passe. Puis dans ce choix-là, bien, c'est votre plus grande source de croissance et de liberté. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui au niveau de la maîtrise personnelle. J'aimerais ça vous entendre, que vous me partagiez comment ça résonne. Si vous avez des questions, mais aussi peut-être vos propres morceaux de sagesse par rapport à la maîtrise personnelle. Ça serait le fun qu'on finisse le reste là, de la session ensemble en cercle. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager? Je peux dire un mot. En fait, merci pour la belle conférence. Est-ce qu'on m'entend? Très bien, Jamie. OK. Merci pour la belle conférence. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, en fait, en termes de maîtrise personnelle. J'ai beaucoup de difficultés avec la discipline, les routines puis ces choses-là, mais en termes de maîtrise personnelle, je réalise que j'en ai beaucoup plus que je pensais, malgré le fait que je suis une personne assez impulsive. Je suis impulsive, mais j'ai tellement un cadre de valeurs serré que mon impulsivité est contrôlée à travers ce cadre de valeurs-là. Et puis, je reviens sur la dernière diapositive qui dit entre la réaction et entre le stimuli et la réaction, il y a un espace, puis ça s'apprend à se gérer, mais avant de comprendre cette notion-là, je pense que dans la maîtrise de soi, il y a une exploration qui doit se faire en dehors du conditionnement que la société nous fait. Je m'explique en ce sens que on est tellement conditionné à fitter dans un frame que pour se rendre à dire qu'on a un pouvoir sur quelque chose, il faut aussi apprendre à défoncer un peu le cadre sociétal, apprendre à prendre une place, puis après ça, apprendre à gérer le stimuli. En tout cas, c'est comme, des fois, il faut comme casser le cadre parce que si on fait juste avoir une maîtrise personnelle, on rentre dans le cadre, puis on ne s'épanouit pas, puis on ne prend pas sa place. Bref, je ne sais pas si c'est clair, là, mais en tout cas, c'est ce que ça m'a un peu dit. Merci encore pour Jamie. Le cadre que tu parles, est-ce qu'il existe? Moi, je regarde autour de moi, il n'y en a pas de cadre, là, à part ceux sur les murs. C'est tous des paradigmes qui existent. Là. Oui, ben non, mais tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui a été élevé avec beaucoup de cadres, ce qui fait que, tu sais, mon impulsivité a été acceptée longtemps. Tu sais, chez nous, on pouvait dire ce qu'on voulait, quand on voulait ou à peu près. Fait que quand je me suis ramassée dans une société où il y avait des gens qui avaient beaucoup de triggers, ça passait pas super bien. Je suis quelqu'un qui est très expressif, fait qu'on lit tout dans ma face. J'ai aussi appris avec les Zooms que c'était pas le cas de tout le monde. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est quelque chose que, tu sais, moi, le cadre, il y a peut-être des gens qui ont intérêt à défoncer le cadre avant de gérer leur maîtrise personnelle parce que sinon, ils apprennent jamais à s'exprimer. Puis, tu sais, on le voit souvent, moi, avoir une conversation authentique avec quelqu'un, c'est rare que je rejoins des gens. À un moment donné, il fallait que j'apprenne à contrôler mon impulsivité puis les choses à dire et ne pas dire, mettre des gants blancs, avoir de la diplomatie. Mais c'est comme quelque chose que j'ai rajouté après, puis que, tu sais, comme certaines personnes ont, mais finalement, on n'apprend jamais qui ils sont vraiment au fond. Fait que je trouve que, tu sais, c'est un équilibre à trouver, puis le cadre est très serré pour certaines personnes, tant mieux s'il l'est moins pour d'autres, puis, tu sais, ça permet aussi pour ceux qui ont un cadre moins serré de créer un espace pour que les gens développent cette permission-là de vivre de manière authentique, puis éventuellement d'intégrer toute la maîtrise à l'intérieur de valeurs qui sont qui permettent à tout le monde d'avoir sa place puis d'être important et d'être écouté.
Merci, Jamie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient partager? Oui. Vas-y, Marc. Oui, ce que tu disais l'an dernier là, avec Carl Jung pour la synchronicité, moi, je trouve ça extraordinaire. Mais bon, quand tu disais aussi que bon, on va avoir des gens dans notre vie qui vont nous faire grandir, on va aussi en avoir qui vont nous donner des coups de poing dans le ventre. Mais les coups de poing dans le ventre, là, oui, il y a des gens, des situations qui vont nous faire, qui sont bonnes pour nous pour prospérer, mais il y a beaucoup de situations très négatives qu'on peut éviter quand on se choisit soi. Ce que je veux dire par ça, c'est que ce qui est bien important, c'est notre fréquence vibratoire. Alors, la relation la plus importante, là, que moi je développe depuis quelque temps, c'est ma relation avec moi-même, avec mon âme, puis d'écouter les messages de mes guides au niveau spirituel, parce qu'il m'arrive toutes sortes d'affaires bizarres. Quand j'écoute, parce que j'ai une grande tête de cochon, même je dirais jamais d'ailleurs des cochons au niveau mondial, ça fait suer bien du monde, mais j'en suis fier. Mais quand j'écoute les messages intuitifs, jamais que je me casse la gueule et jamais que je me trompe parce que c'est pas venant de mon cerveau, de mon ego, ça vient de ma divinité intérieure. Donc, à ce moment-là, on va éliminer plein de choses on a toujours le pouvoir de choisir d'écouter notre intuition ou de ne pas l'écouter, mais il faut accepter parce que quel que soit notre choix, il y a toujours une conséquence ou des conséquences qui viennent avec notre choix. Alors, moi, je veux que ce soit le fun, que ce soit positif, comme présentement, comme je le disais tantôt avec la pandémie. Moi, je me disais, je capotais chez nous, je dis ce que je vais faire, moi qui est un people person. Ah oui, tu vas t'ennuyer, c'est ça. Oui, mais là, je suis occupé, et le contact humain qu'on a avec toi puis avec mes autres acting coach, je veux dire, j'ai une vie tellement extraordinaire à tous les jours quasiment, donc c'est le fun. Et ce que je veux dire pour la synchronicité, l'important, la plus grande relation qu'on doit avoir, qu'on doit développer, c'est le focus, mettre le focus sur notre relation avec nous, soi-même, pour, après ça, choisir avec qui on veut et doit vivre des choses. Donc, à ce moment-là, on va s'attirer les bonnes personnes et les bonnes situations. Puis, c'est incroyable jusqu'où ça peut aller. Alors, voilà, moi, c'est ce que je suis en train de faire. Merci, Marc. Apprendre à s'aimer, puis prendre soin de soi, puis être bien avec soi. Là, on ne va pas dans les restaurants, mais quand on va retourner dans les restaurants, puis toujours être, tu sais, vraiment ressentir le bien-être avec ma propre présence. Et moi, je suis rendu. Voilà. Mais ce que tu dis, Marc, ça résonne beaucoup parce que moi, je suis beaucoup mon intuition. Mais ça, c'est un voyage d'une vie d'en être arrivé là, tu sais. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que Carl Jung, ce qu'il dit, c'est qu'une fois qu'on est assez guéri, là, à un moment donné, on attire d'autres situations, tu sais. Et on est capable d'observer, oh, ça, là, ce qui m'est amené, j'aurais fait ça dans le passé, j'aurais suivi ce chemin-là, mais ça m'a amené tellement de souffrance que c'est plus là, je vais aller ailleurs, tu sais. Donc, ce que tu décris, moi, je vis ma vie beaucoup avec l'intuition. Ben, c'est un voyage de guérison, tu sais. Donc, de m'écouter à l'intérieur et ne pas chercher tout le temps l'approbation des autres, tu sais. Et voilà, moi, c'était le gros hic de ma vie. Mais de plus, les anges, les guides, à un moment donné, ils sont là, ils vont répondre à nos questionnements, mais il suffit de le demander parce qu'on est venu au monde avec la libre arbitre. Alors, quand on demande de l'aide, il m'est arrivé des affaires vraiment là, incroyables. J'étais flabbergasté, je dis, ben voyons, je veux dire, ils viennent de régler mon problème, puis c'était comme, à la fois, c'est un cheminement, comme tu dis, et c'est bien plus le fun parce qu'après ça, on a du fun je vais faire tel projet, je vais demander, je vais avoir de l'aide, puis j'écoute. On est plus, moi, ce que j'entends, c'est qu'on est plus en harmonie avec la vie, on est plus dans le flow. Sûr. Et tu sais, regarde, tu es agent de bord, tu es acteur là, ta carrière professionnelle est mise en tutelle pour quelques mois. Mais Stéphane, j'ai un contrat la semaine prochaine par Zoom. Okay. Parfait. Mais ce que je veux dire, tu en as choisi pour t'améliorer, de continuer à te développer. Donc ça, c'est tu es en mode de création. Tu écoutes la vie, tu dis la vie m'a donné une jambette, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu sais? C'est toujours ça que je voulais dire en maîtrise. Merci Marc de cette belle sagesse-là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient partager? Oui, moi. Vas-y, Lucie. Pour faire suite un peu à ce que Marc a dit ou ce que Dominique a écrit ou quoi que ce soit, la pandémie, chaque personne a son langage. Et moi, depuis le début de la pandémie, j'ai toujours eu le mot, c'est une des plus belles opportunités que la vie m'offre. Il vient un temps dans la vie qu'on voit plus rien que l'arbre, on ne voit plus la forêt. Et
lorsqu'a débuté la pandémie, dès le début, bon, on a une opportunité. Je t'ai déjà écrit que ce que tu nous offres comme webinaire, ce sont de magnifiques cadeaux. Il y en a d'autres qui nous sont offerts. Et si ce n'était pas de la pandémie que l'on vit, c'est quelque chose que j'aurais pas pu vivre. Et ça fait des années que j'arrête pas de dire « Ah, il faut que je me ground à moi ». Puis j'ai toujours des livres fétiches, que ce soit un qui me revient souvent dernièrement, c'est celui de Jonathan Livingston, Le Goéland, qui était quelque chose de passionnant pour moi. Puis à chaque fois que je participe à un de tes webinaires, j'ai l'impression de reconnecter avec mon humanité, mais aussi avec tout ce qui est la conscience, le tout, là, de faire un tout avec quelqu'un et l'opportunité de rencontrer des gens qui peuvent nous ressembler. Il y a un temps, quand je lisais Dominique, qui disait « c'est difficile de travailler avec des leaders ou des gens fermés quand on veut être conscient ». Puis là, j'ai fait on se sent tout seul. En tout cas, moi, je me sens seule, là. Et ce que l'on vit actuellement, ça me permet de regrounder et de voir que, hey, non, je ne suis pas seule au monde, je ne suis pas la seule à me poser des questions, je ne suis pas la seule à aspirer à être plus ou à offrir. Je suis une femme de service, je ne suis pas une femme de... Et là, je te vois super généreuse, super, et je vois tous les gens avec leur authenticité. Puis, ce que j'aimais de ta présentation, c'était de nous ramener justement à l'humanité que, oui, il y a un stimuli, il y a un espace où on a du pouvoir, puis il y a notre réaction, puis on développe la Troisième Guerre mondiale. Et j'aimerais ça, des fois, être un petit peu moins humaine, puis qu'il y ait moins de Troisième Guerre mondiale, mais ça me fait prendre conscience que, OK, c'est un peu la réaction de tout le monde en fonction de ce qu'on a comme héritage. Puis, à chacun des webinaires que j'ai le plaisir d'assister ou de voir les gens, ce que je lis ou ce que les gens partagent, pour moi, ça fait beaucoup de sens. C'est plus qu'une lecture, c'est plus parce qu'il y a, même si c'est virtuel, il y a un échange que je sens réel. Puis, je trouve que dans le partage, on grandit davantage que dans la théorie ou quoi que ce soit. Merci, Lucie. Bienvenue. Beaucoup de sagesse dans ce que tu as partagé. Tu sais, tu dis, j'aimerais ça des fois être moins humaine, mais je sais que tu le sais et je pense que tout le monde sur la ligne le sait. L'expérience humaine, on l'a choisie. Okay, moi, je vais te parler de mon cœur. Notre âme a choisi de s'incarner pour vivre des expériences parce qu'elle va grandir. Sinon, donc la vie vient avec des joies. Hein? Des fois, là, on est tellement joyeux, souvent dans nos relations où on voit un coucher de soleil ou... Puis des fois, on a tellement de tristesse, mais des deux côtés, là, un vient avec l'autre. Donc, on ne peut pas espérer la joie ultime, l'épanouissement, si on ne peut pas vivre de l'autre côté. Fait que, je pense que c'est un privilège d'être ici, puis de vivre ça. Et la beauté, c'est qu'avec ce que tu décris, puis ce qu'on a parlé, plus on travaille sur nous, plus on guérit, mais plus on va être dans des émotions positives. T'sais. Ce qui nous déclenchait va moins nous déclencher. Merci beaucoup, Lucie. Oui, je t'écoute. OK, il y a quelqu'un qui est à l'écran. Je pensais que tu voulais parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager? Moi, je peux peut-être parler. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est moi. Je n'ai pas parlé, j'ai juste fait un bruit, c'est drôle. J'ai trouvé ça drôle qu'un leader parle de la médecine d'urgence, parce que je suis médecin d'urgence, moi, dans ma vie. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieuse. Là, j'ai fait ma médecine parce que je voulais comprendre l'être humain. La maîtrise de soi, moi, je suis stressée présentement de parler devant plein de gens que je ne connais pas parce que j'aime écouter les gens. J'aime écouter ce que les gens me racontent. J'aime écouter... je trouve qu'en écoutant la personne, quand ils vivent des choses difficiles, en les écoutant, je trouve ça extraordinaire d'essayer d'aider des gens quand ils vivent des choses difficiles. Puis moi, ma vie se concentre vraiment à faire de la médecine d'urgence, avec des moments... réanimer des gens, je connaissais quoi. Là. Fait que je pense que la maîtrise de soi, c'est être capable de garder son calme, comme présentement, dans des situations un peu stressantes pour nous, comme parler devant des gens que je ne connais pas à travers le Québec. Je pense que la maîtrise de soi, c'est être capable d'être présent au moment présent, de le vivre consciemment. Chaque minute qu'on est capable de vivre, de le vivre consciemment. C'est dur, c'est facile de partir dans les pensées, de partir, mais d'apprécier chaque moment qu'on vit. C'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose de très intéressant à faire.
c'est correct de vivre des émotions. On est tous humains. C'est normal de vivre des émotions. Il faut en vivre pour continuer à évoluer. Puis moi, je suis une personne ouverte d'esprit. J'aime être ouvert, j'aime écouter les gens. Puis j'adore les défis. Fait que je trouvais que d'être présente sur un webinaire sur la maîtrise de soi, j'étais curieuse d'écouter ce que vous aviez à dire. Puis je trouve que c'était intéressant. Merci de cette communication. J'ai beaucoup aimé l'échelle un peu différente. Ce que je réalise quand on fait de la médecine, c'est qu'on est au service des gens. Puis on essaie d'aider chaque personne qu'on rencontre à être en meilleure santé parce que moi, je pense que la santé, pour être heureux, il faut être en santé. Puis la santé, malheureusement, comme médecin, on peut juste donner des conseils, mais chaque personne doit après ça mettre en œuvre, comment je pourrais dire? Pour être en santé, il faut être capable de le faire à tous les jours, de mettre en œuvre, de bien manger, faire de l'exercice, de bien dormir. C'est des choses qui sont simples, mais qui peuvent être compliquées à la fois. Fait que je trouve ça, merci. Merci beaucoup de ton partage parce que pourquoi je parlais des salles d'urgence, c'est que je suis déjà allé avec les membres de ma famille. Et moi, quand je travaillais dans des grandes organisations, on gérait des opérations, on faisait des avions. Tu sais. Donc oui, il faut que ça soit sécuritaire, mais l'usine, il n'y a pas de vie ou de mort. Et maintenant, j'ai passé 2 jours à l'hôpital avec ma femme, tu sais, qui avait un enjeu de santé. Et là, j'ai vu les médecins, j'ai vu les infirmières, j'ai vu, tu sais, dans la salle d'urgence. Et eux, ils faisaient leur travail de façon assez calme, hein, malgré que les gens qui étaient là, eux autres, étaient en panique. Et j'ai vu l'impact. Tu as dit le mot, tu étais présent dans le webinaire. Moi, j'appelle ça la présence. Une des plus grandes qualités d'un médecin, bonjour, qui j'assume que tous les médecins qui graduent ont eu la bonne formation technique. Là. Vous savez, je sais qu'il y en a qui sont plus talentueux que d'autres en chirurgie, mais pour moi, j'ai découvert que la plus grande qualité d'un médecin, c'est la présence avec le patient, l'écouter. Mais je vais juste, si je peux me permettre, mon beau-père est mort. Mon père est mort le 25 septembre, l'année passée. Et ça a été une semaine à l'hôpital et ça a été une expérience spirituelle pour moi, mais le médecin, toute la semaine, je l'ai vu 3 minutes, me faire signer le papier. S'il tombe sans connaissance, on le réanime-tu ou pas? J'ai signé non parce qu'il était à la fin de sa vie. J'ai pas eu de « je suis désolé, monsieur », rien, aucune humanité. Tu sais. Fait que c'était technique. Et le monsieur, ben, il était assez âgé, ça faisait peut-être 40 ans qu'il était médecin, fait qu'il en a vu du monde mourir. Puis quand mon beau-père est mort à Noël l'année passée, il y avait un jeune médecin, peut-être ton âge, je ne sais pas, qui est venu, puis qu'on était tout autour du lit parce qu'il l'avait débranché, puis là, il restait, c'était peut-être la dernière journée. Et il a pris 30 minutes pour être avec nous. Ma belle-mère, elle a tout présenté les membres de la famille, il nous a tout écoutés. Puis là, il est resté comme ça. Puis après ça, il est parti, il dit, je suis allé le voir, je dis, monsieur, vous avez appris ça où? Tu sais? Mais c'était la présence. Je te dis ça parce que ça m'avait tellement touché. Donc, quand tu as dit le mot présent, et tu sais que quand tu viens de dire que tu es au service, bien ça, c'est le plus haut niveau de conscience. Hein? Et je pense qu'on transformerait notre système de santé si tout le monde était au service, mais aussi si les dirigeants étaient au service des gens qui touchent les patients, tu comprends? Je vais juste partager ça, que vous êtes on l'a vu là, récemment, à quel point c'est important, notre système de santé. Et moi, mon ambition, c'est qu'on puisse aider les gens dans le système à prendre soin de nos gens. Mais en premier lieu, il faut prendre soin des gens. Merci de ton partage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? En passant, je vais juste te dire que l'année passée, il y a eu le premier congrès depuis 4 ans des cadres dans le système de santé, après l'époque Barrette. Et le gars qui a invité, c'était moi. On a fait une journée complète sur le leadership conscient, juste que tu saches ça. Là. Ça fait 1 an de ça. Il y a espoir. C'est intéressant. Moi, je travaille pour mon CIUS pour essayer de garder le bien-être et la résilience de tous les gens avec qui je travaille dans les salles d'urgence. Bravo. Je pense que c'est quelque chose qui... le bien-être, c'est physique et mental. Là, fait que c'est important de le travailler sur toutes les sphères. Fait que, comme je disais, le sommeil, l'alimentation, le sport, c'est des principes d'habitude de vie qu'on martèle depuis notre jeunesse. Mais je pense que de l'appliquer à tous les jours, c'est quelque chose qui demande une grande maîtrise de soi. Merci. Merci beaucoup. Donc, il est 1 heure. Je crois qu'on va conclure. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir passé votre heure de lunch avec moi. Et merci pour ceux qui ont partagé. Et merci à tout le monde d'avoir écouté.